Bonjour à toutes et à tous. La relation problématique postulée entre l'identité nationale et le multiculturalisme, vous voyez, j'ai même du mal à le dire, a été l'enjeu d'un tel déferlement médiatique en France qu'il est presque devenu impossible d'aborder le sujet. Cette phrase, tout à fait juste, est extrait du livre de Sabine Choquet, Identité nationale et multiculturalisme, deux notions antagonistes, paru chez Garnier. Nous recevons aujourd'hui Sabine Choquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse permanente au Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté à l'Université de Montréal et chercheuse à l'Université de Fribourg en Suisse. Donc nous allons aborder ce sujet. Dites-nous-en un peu plus. Oui, donc mon ouvrage Identité nationale et multiculturalisme, deux notions antagonistes. Donc je m'interroge sur la relation entre identité nationale et multiculturalisme. Le multiculturalisme est compris très différemment en France, où il est souvent synonyme de communautarisme, c'est-à-dire de renfermement des communautés sur elles-mêmes. Et au Canada, où il désigne en réalité une politique universaliste, c'est-à-dire une loi et des droits identiques pour tous, qui reconnaît un droit à l'expression de la différence. C'est-à-dire que le multiculturalisme reconnaît que la diversité culturelle fait partie de l'identité canadienne et que chaque citoyen a le droit d'exprimer sa différence dans l'espace public, sachant que les lois restent identiques pour tous. Alors cette politique, elle a été mise en place dans les années 70 par Trudeau, donc le grand-père du Trudeau actuel. Et à l'origine, c'était une politique qui était destinée justement à ne pas avoir des droits différenciés. Il disait, je ne veux pas une politique pour les francophones, une politique pour les anglophones et une politique pour les autochtones. Je voudrais une loi qui soit identique pour tous, qu'on reconnaisse la richesse de la diversité culturelle au Canada et que chaque citoyen, qu'il soit issu de l'immigration ou non, ait la possibilité d'exprimer sa culture. Alors, dans les faits, aujourd'hui, concrètement, il faut savoir que le multiculturalisme, c'est essentiellement un programme de lutte contre la discrimination, le racisme. Il inclut aussi des plans pour lutter contre la radicalisation. Et c'est assez, voire très éloigné de l'image qu'on s'en fait en France. C'est absolument pas des droits différenciés qui permettraient à des personnes, selon leur origine, d'être traitées différemment. C'est plutôt l'inverse. Donc c'est vraiment une vision universaliste à l'inverse de ce que pensent les Françaises et les Français sur le multiculturalisme au Canada, alors qu'en fait, initialement, la vision différenciée était plutôt réservée aux Québécois. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les Québécois ont beaucoup lutté et certains continuent à critiquer le multiculturalisme justement parce qu'ils revendiquent un traitement différencié. Alors ça, on s'en rend pas compte, mais très souvent les francophones qu'on entend au Canada critiquer cette loi, ils critiquent la politique de Trudeau puisqu'à l'époque, elle mettait un terme à une politique justement de reconnaissance de la particularité des francophones. Les Québécois voudraient qu'ils possèdent des droits différents et davantage d'autonomie parce qu'ils sont une nation. C'est vraiment tout le paradoxe, c'est que le multiculturalisme, au contraire, ne reconnaît pas des nations, il reconnaît des citoyens et dit que tous les citoyens sont égaux dans leur droit à exprimer leurs différences. Donc effectivement, à l'époque et aujourd'hui encore, certains Québécois s'y opposent en disant le multiculturalisme, c'est une stratégie pour faire taire les revendications des francophones québécois. C'est pas totalement faux puisque je vous dis, à l'époque, c'était effectivement une stratégie d'unification nationale du pays. Trudeau voulait faire du Canada un unique pays, allant d'un océan à l'autre, et il désirait qu'il y ait des droits identiques pour tous. Comme il voyait des revendications identitaires de la part des autochtones, de la part des Québécois, il a envisagé qu'il y ait une reconnaissance de la valorisation de la diversité culturelle sur l'ensemble du territoire et que chacun soit doté des mêmes droits. Vous évoquez aussi dans votre livre la question des accommodements raisonnables. Donc la vision française des accommodements raisonnables, c'est que finalement au Canada, l'islam notamment, a un espace particulier.
qu'en est-il réellement ? Alors, les accommodements raisonnables sont très encadrés juridiquement au Canada. C'est-à-dire qu'un accommodement, c'est développé dans le droit du travail, est octroyé à une personne. Ça peut être une femme, une personne handicapée ou une personne qui se sent discriminée en raison de sa couleur de peau ou de sa religion. L'accommodement est octroyé si une loi universelle ne s'applique pas également à tous les citoyens, c'est-à-dire si la personne se sent discriminée. Dans ces cadres-là, l'employeur peut mettre en place une procédure d'accommodement. Ça touche très souvent les femmes qui reviennent de congé maternité, par exemple, ou une personne qui est handicapée et qui revendique de pouvoir garder son travail et d'avoir un accommodement de son poste. Ça peut s'appliquer pour une personne qui demande un jour férié le jour d'une fête religieuse, une personne qui veut un menu particulier à la cantine, mais toujours dans la limite. Il ne faut pas que ça ait une incidence négative sur les autres personnes de l'entreprise et il ne faut pas que ça ait un coût démesuré pour l'employeur. Alors, je vais prendre un exemple d'accommodement qui vient d'être refusé, par exemple. Il y avait des SIC qui avaient demandé à être exemptés du port du casque de sécurité sur un chantier parce qu'ils portaient le turban. Très récemment, la Cour suprême a rendu la décision que cet accommodement n'était pas raisonnable, puisqu'il y avait des règles de sécurité qui devaient s'appliquer à tous. Par conséquent, on les aurait bien accommodés, mais il fallait néanmoins qu'ils portent le casque de sécurité. Parfois, dans d'autres cas, si ça n'a pas de contrainte, si ça ne pose pas de problème à l'ensemble des employés, cet accommodement va être accepté. Mais il ne faut pas croire que tous les accommodements sont acceptés. Et il ne faut pas non plus penser, comme on pense en France, que ça a exclusivement à voir avec des questions religieuses. C'est en réalité une minorité des accommodements qui sont religieux. C'est très souvent lié, je vous dis, à des situations de handicap ou encore des femmes qui peuvent revendiquer un accommodement. De votre travail, vous dites, je ne fais pas une comparaison, je travaille sur des parallèles entre la France, le Canada et le Québec. Qu'est-ce que vous retirez sur l'expérience française ou le débat français sur l'identité aujourd'hui ? Oui, alors pourquoi je dis que je fais un parallélisme? Parce que je ne veux pas appliquer, on va dire, les recettes canadiennes ou la politique canadienne. Je voudrais pas qu'elle soit plaquée en France, parce que le Canada, c'est une fédération qui comporte 3 nations et qui n'a rien à voir avec la France ni avec son histoire. Donc ça, c'est ce que je mets aussi en évidence dans mon livre. Par contre, effectivement, on peut toujours en tirer des leçons. Par exemple, il est très intéressant de voir comment les Français comprennent ou ne comprennent pas justement la politique canadienne quant à cette politique d'égalité. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'essentiellement, la politique canadienne lutte contre la discrimination, les inégalités et essaye de créer une égalité des chances, quelle que soit l'origine, la religion d'une personne. Et je pense que là, la France, et en 96, le Conseil d'État l'avait dit, avait clairement stipulé, on peut avoir une égalité de droits, on a tous les mêmes droits, on est tous égaux devant la loi. Ça ne suffit pas nécessairement pour résorber les discriminations qui sont des discriminations structurelles. Actuellement, on a des gros problèmes dans nos banlieues. On voit, et toutes les études le montrent, que les personnes qui sont dans les quartiers sensibles n'ont pas un accès égal à l'emploi, n'ont pas l'accès égal aux grandes écoles, par exemple. Le fait de rétablir une égalité qui est compromise dans les faits, en mettant en place des programmes qui permettraient une égalité des chances, selon moi, ça va dans la logique républicaine. Donc, on reste conforme au modèle républicain que nous avons, qui est d'assurer à tous une égalité. Et je pense que c'est clairement quelque chose auquel on devrait penser, surtout à une période très mouvementée où on voit la radicalisation des jeunes. Et moi, quand je fais de nombreuses interviews en banlieue, je suis obligée de constater que la radicalisation de certains est liée à une colère et à une impression d'être exclus de la société et de ne pas pouvoir disposer des mêmes chances. Donc pour vous, dans la construction d'une identité nationale, il y a une part d'imaginaire, il y a une part de vision inclusive de cette identité. Comment vous la définiriez? Comment on peut la construire? Alors justement, l'identité nationale, moi ce que je montre, c'est qu'en soi, effectivement, un pays se définit par rapport à son histoire, par rapport à des symboles, par rapport à des valeurs politiques. Et ça, c'est tout à fait normal et chaque pays là-dessus se définit différemment. Là où les représentations de l'identité nationale peuvent devenir dangereuses, c'est quand elles deviennent exclusives. C'est-à-dire qu'on se fait une image, par exemple,
l'exemple du français, qui exclut les personnes qui seraient nées en France, mais auraient une autre religion ou une autre origine. Là, je pense que ça peut devenir dangereux. Il y a un vrai combat à mener sur les représentations collectives de cette identité. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne question à se poser, c'est pourquoi il y a des gens en France qui sont nés en France, dont les parents sont parfois aussi nés en France, mais peu importe, qui ne peuvent pas se reconnaître comme français parce qu'ils ressentent les représentations de l'identité collective comme exclusives, inhospitalières aux différences et qui se sentent finalement stigmatisés et pas intégrés, etc. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là, du travail des politiques. Surtout aujourd'hui, on voit la campagne s'orienter vraiment vers ces dimensions identitaires. Très bien, mais dans ces cas-là, développons des images de l'identité française qui soient inclusives et qui montrent que toute personne, quelle que soit sa religion, peut être français. Et je pense qu'il y a un vrai débat et un vrai défi là-dedans. Le Canada, sur ses politiques anti-discrimination, les résultats, il y a des résultats concrets, parce que vous expliquez aussi que le Canada, dans son histoire, c'est un pays d'immigration, une grande nation constituée par l'immigration, y compris d'ailleurs des francophones et des anglophones initialement, qu'en sens inverse, en France, il y a une mémoire coloniale et aussi une histoire coloniale. Aujourd'hui, concrètement, le Canada, en termes de lutte contre les inégalités, se situe au-dessus de la France ? Alors, il y a toujours... le Canada, c'est le premier pays d'immigration des pays du G8. Donc, il accueille énormément d'immigrants. Oui, il y a énormément de choses qui sont faites dans la lutte contre les discriminations. Par contre, il serait utopique. On ne peut jamais dire qu'un pays n'est pas raciste. Oui, évidemment, il y a des discriminations. Évidemment, il y a du racisme. Mais il y a une lutte quotidienne. Et effectivement, là, je pense que les outils sont beaucoup plus développés et qu'il y a moins de discrimination. Après, les moyens de lutter contre cette discrimination ne sont pas forcément applicables en France. Il faut savoir que là-bas, il y a justement la question, enfin, il y a les catégories minorités visibles qui peuvent justement, voilà, on fait des statistiques qui permettent d'évaluer ce qu'on n'a pas en France, les discriminations. Ces statistiques, elles sont utiles. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on a besoin nécessairement d'utiliser ces grilles pour lutter contre la discrimination ? Je ne pense pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense qu'en France, on manque d'outils pour pouvoir les mesurer. Donc, on voit qu'il y a une dernière étude qui a été faite, notamment dans le milieu hospitalier, qui montre qu'il y a des grandes discriminations à l'embauche. Oui, en France. Un chercheur de Marne-la-Vallée, Lorty, qui a fait une grande étude qui montre que selon l'endroit où on habite, déjà, on a une discrimination énorme et on n'a pas des chances égales de devenir infirmière ou aide-soignant. Ça, je pense qu'il y a un vrai problème, par exemple. Je pense que le service public, s'il n'offre pas des chances égales aux citoyens, à CV égal ou compétences égales d'accéder à un emploi, il y a un vrai problème. Et là, je pense qu'il y a une lutte contre la discrimination qui devrait se faire en France, mais qui n'est pas basée sur l'origine, mais sur le lieu géographique. Et je pense qu'on devrait déjà beaucoup plus y penser. C'est-à-dire une personne qui est discriminée parce qu'elle habite dans une banlieue sensible, parce qu'elle habite en ZEP, parce qu'elle ne peut pas accéder à une grande école ou qu'elle ne peut pas avoir une chance égale d'accéder à l'emploi. C'est un cercle, je dirais, vicieux, qui est profondément néfaste pour la République, qui crée des frustrations, des inégalités. Et moi, à mon avis, si on veut lutter efficacement contre ce qu'on voit actuellement, des tendances à la radicalisation des jeunes, je pense qu'il faut quand même repenser ces politiques. Merci Sabine Choquet. Je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre, Identité nationale et multiculturalisme. Vous apprendrez beaucoup de choses à la fois sur l'histoire du Canada, sur notre histoire à nous et comment on peut continuer à avancer pour lutter contre ces discriminations. Merci à vous. Merci beaucoup.